Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Gwenaëlle, la cofondatrice de Nuo, mais aussi la cofondatrice de Maison Madeira, qui ouvre très prochainement. C'était un échange merveilleux. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Gwenaëlle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre, où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat. Eh bien, bonjour, je suis très contente aussi d'être avec toi et de pouvoir discuter. Je préviens à l'avance que voilà, j'ai le nez un petit peu pris avec des allergies saisonnières, donc faut pas s'étonner. Alors, donc pour me présenter et parler un petit peu de mon parcours, donc je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 29 ans, je suis originaire d'Orléans et je vis à Orléans. En termes de parcours, j'ai un parcours un petit peu atypique dans le sens où, j'ai, fait, des études plutôt, littéraires, artistiques. À la base, je me dirigeais vers une carrière plutôt, soit dans le design, soit dans le monde des commissaires-priseurs. Donc, vraiment, pas grand chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui, et j'ai fait, juste après une prépa à Orléans, des études à Sciences Po, où je voulais absolument rentrer. Et en fait, à Sciences Po, je suis partie, pendant 1 an à l'étranger en troisième année parce que dans le cursus, c'est obligatoire et j'ai décidé de partir, faire un stage à l'étranger. Non pas, dans une ambassade ou une entreprise ou voilà. Moi, je suis partie travailler dans les chevaux, donc vraiment, rien à voir, dans les chevaux lusitaniens, les chevaux portugais. Donc c'était ma grande passion et je suis partie, pendant 1 an vivre ça. Parce que je m'étais dit: «Si je le fais pas, je le ferai jamais». Et en fait, je me suis rendu compte là-bas, que travailler dans une entreprise, classique, au sens où je l'entendais, ça allait être très compliqué, parce que j'aimais bien évoluer de façon, assez libre. Même mon maître de stage, qui était le directeur de l'élevage, me le disait souvent que bon, voilà, j'évoluais un petit peu, comme j'avais envie. Et en fait, je me suis rendu compte, voilà, que ça allait être compliqué. Et dès cette année-là, j'avais commencé un peu à regarder un peu ce qui se faisait en création d'entreprise, en les startups. Ça commençait à naître, hein, parce que c'était en 2012-2013, donc il y avait une espèce, voilà, de d'effusion autour de ça. Et en fait, j'ai voulu participer à un concours de créateurs d'entreprise quand j'allais revenir en France. Et en fait, c'est comme ça qu'est née, la société que j'ai créée il y a 6 ans avec mes deux associés Maxime et Julie. En fait, c'est, au retour, quand, je suis revenue, voilà, l'idée d'une box beauté bio et naturelle, qui n'existait pas encore. Donc en fait, j'en avais parlé avec, Max et Julie. Donc Julie passionnée de tout ce qui est bio, naturel, Max passionné d'entrepreneuriat. Moi, très le côté, girly, le côté tendance, voilà un petit peu tout ça. Et en fait, on s'est dit: «C'est dingue, ça existe pas et il faut qu'on se lance». Donc je suis revenue du Portugal, je rentrais en quatrième année et on s'est lancé dans l'aventure, voilà, pendant ma quatrième année. On a créé, Nuo, donc qui est notre société. Et on est parti d'un appartement en colocation pour arriver aujourd'hui à une très belle équipe de bientôt 30 personnes avec, voilà, un site e-commerce qui tourne plutôt bien, qui va avoir 6 ans, une box beauté, des boutiques physiques également, toute une zone logistique, voilà. Donc c'est vrai qu'en 6 ans, il s'est passé beaucoup de choses, mais ça, voilà, une énorme partie de ma vie et une très, très grosse aventure dans mon parcours. Et puis voilà, après je sais pas si je peux continuer à tout raconter sur mon parcours parce que là, on va rester, 3000 ans. Tu vas continuer à nous raconter, mais moi j'ai quelques questions du coup sur déjà ce que tu nous as dit. Comment est-ce que tu les as rencontrés, Julie et Max, du coup? Alors en fait, Max et Julie sont frères et sœurs.
Mmh. Moi je suis amie avec Maxime depuis, ça va faire 12 ans maintenant, peut-être 12, 13 ans. Mmh. Donc en fait, voilà, ça s'est tout simplement, fait, de cette façon et j'ai envie de dire le bon endroit au bon moment aussi parce que moi je revenais pas mal sur Orléans, à ce moment-là aussi, donc on pouvait travailler ensemble et puis on s'est dit: «Bah, allons-y, puisqu'on a envie de créer quelque chose tous les 3, puisqu'on a des profils complémentaires, on se lance, c'est parti» et on se met, aussi en colocation pour travailler ça. Donc on vivait là où on travaillait, enfin, c'est surtout qu'on travaillait là où on vivait, c'est plus comme ça d'ailleurs. On accueillait les stagiaires, les premiers stagiaires, encore à moitié en pyjama, la brosse à dents, enfin voilà, c'est vraiment arrivé, les premières livraisons dans le couloir, dans l'appart, enfin voilà, c'était assez drôle et eux en fait, Julie, elle était en poste, à la base, elle a une formation dans l'agroalimentaire. Mmh. Et en fait, elle était déjà en poste, de mémoire depuis 2 ou 3 ans, mais elle avait envie d'entreprendre et Maxime, lui, ça faisait à peine 1 an qu'il était en poste et lui, il était plus, consultant, financier. Donc voilà, on avait vraiment chacun un peu notre spécialité. Moi, c'était l'aspect plus marketing, commerce. Donc voilà, on s'est retrouvés, et c'est un peu une histoire amie-famille, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est lancés. Super, et donc du coup, oui, tu le dis bien, dans ce que tu expliques, c'est vraiment une complémentarité et c'est pour ça que vous avez choisi de vous mettre, aussi tous les 3. Puis je suppose aussi au départ, comme c'était un peu l'inconnu, bah, c'est quand même rassurant de ne pas être tout seul pour lancer sa boîte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de comment ça s'est fait exactement? Enfin, tu es rentrée, vous avez pris votre coloc, vous vous êtes, mis, du coup à réfléchir sur, je sais pas, peut-être le business model? Par quoi vous avez commencé? Alors en fait, donc moi à l'époque j'étais à Sciences Po Rennes, donc Mmh. je faisais mes études, à Rennes et je rentrais, tous les week-ends ou tous les jeudis soirs, un maximum et en fait on a commencé vraiment à travailler dessus, de façon assez, intense à l'hiver de ma quatrième année. Donc moi j'étais encore étudiante et puis eux encore en poste, hein, donc fallait qu'on cumule tous aussi, bah, voilà ces idées-là et en fait, bah, ça a commencé, par des idées, par, bah, des soirées où où on échange, les idées et où ça fuse un petit peu dans tous les sens et très, très vite on s'est structuré avec, des réunions, des points, où chacun en fait, savait précisément ce qu'il avait à faire et si tu veux la répartition des tâches était très facile parce qu'on était tellement complémentaires que voilà, c'était, vraiment, ça allait de soi que chacun avait sa mission et comme ça, voilà, on se rendait des comptes, très régulièrement. Puis après, comme, moi, je suis arrivée, en avril, j'avais fini ma quatrième année, je suis revenue à Orléans et hop, c'était parti. On s'est mis en coloc, de façon, définitive, pendant presque 1 an. D'accord, Voilà. OK. Donc les bureaux, c'était l'appart au départ. Exactement, avant qu'on emménage dans un incubateur. Mais ouais, avant, c'était, c'était l'appart. C'était folklore, mais c'était l'appart. OK. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette suite, un peu plus en détail ce que c'est Nuo? Comment, enfin voilà, quel est le concept? L'histoire, suite à ça, voilà, tu nous disais que vous avez été dans un incubateur après, comment ça s'est passé Ouais. en fait? Alors du coup, donc Nuo, on est un sélectionneur de cosmétiques bio et naturels qu'on vend en ligne avec un e-shop et aussi une box beauté par abonnement. Donc le principe de s'abonner, de recevoir un coffret avec des cosmétiques tous les mois. Donc nous, on est assez drastique sur le fait qu'on ne veut que des produits bio, naturels, sains, éthiques, respectueux de l'environnement. Ça, c'est vraiment des valeurs qui nous sont propres et chères et depuis le début, ça a pas changé. Et on a aussi, un réseau de boutiques physiques. Ça, c'était, une volonté aussi depuis le début. Ça a commencé par des boutiques éphémères. C'était assez drôle, au bout de 6, 7 mois, on a commencé par des boutiques éphémères à Orléans et on a vu que ça prenait tellement qu'on s'est dit: «Allez, faut qu'on trouve des boutiques et qu'on se lance dans cette aventure», voilà, donc c'est aussi pour ça que, on a un petit réseau, retail. Et après, en termes d'évolution, donc effectivement, au bout de presque 1 an vraiment de coloc et de travail, assez intensif, on est parti dans un incubateur à Orléans qui s'appelle Le Mmh mh. Labo. On Mmh. y est resté, jusque,
que je dise pas de bêtises, jusque l'été 2019 et en fait, à Mmh. l'été 2019, on a, pris, nos propres bureaux, donc ça, c'était un grand moment quand même, d'avoir nos propres bureaux parce que on voulait aussi réinvestir dans une zone logistique, propre. C'est-à-dire qu'on voulait reprendre la main sur la logistique auparavant, qui était chez un sous-traitant. On l'a eu de temps à autre, hein, la logistique, à la faire nous-mêmes, mais voilà, en fait, les volumes devenaient tels que hop, ça repassait chez le logisticien, on reprenait un peu, ça repassait chez le logisticien. Ça a toujours été un un petit jeu d'échange comme ça, jusqu'à ce que voilà, été 2019, on reprenait la log et on reprenait, voilà, c'était chez nous et on investissait là-dedans parce que, c'est un peu hormis le retail bien sûr, la log, c'est le seul lien qu'on a avec nos clients, donc il faut que ce soit bien fait, c'est important que c'est un vrai métier à part entière. Il y a une vraie qualité aussi à mettre là-dedans, donc c'est pour ça qu'on a souhaité investir, dans cette logistique. Donc été Oui, je 2019 suppose on que pardon, désolée, je te coupe, mais je suppose que t'inquiète, dans la logistique, tu inclus, par exemple, l'emballage, la manière de c'est ça. présenter le produit, ou comment la personne va l'ouvrir. Enfin, c'est en fait un peu toute une histoire, un cheminement quand il le reçoit chez lui, il veut ouvrir et pas que les produits soient tous, en vrac dans la boîte. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une Ouais, c'est vraie exactement nécessité. ouais. D'accord. Oui, tout à fait, il y a vraiment cette idée d'expérience, en fait, ne pas oublier que, voilà, vraiment, encore une fois, le seul lien qui existe entre le site et le client, enfin, entre nous, en tout cas, c'est ce colis, hein, qui va arriver. Donc c'est important qu'il y ait une vraie expérience, qu'on ait envie de ouais, c'est le petit cadeau qu'on se fait et c'est super cool. Donc ça, c'était important pour nous d'avoir une mainmise aussi, assez précise sur nos stocks, sur la gestion des stocks, sur la gestion d'un peu tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a misé là-dessus. C'était plus simple sur, tout un tas d'aspects et après quand même assez, complexe à mettre en place. Hem Et donc on avait nos vrais bureaux parce que l'équipe a beaucoup grandi, parce qu'en fait on a fait une première levée de fonds en 2019 qui nous a permis de voilà, d'avoir d'investir dans une équipe, et on a continué en 2020 aussi, à investir. L'équipe a beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi, donc là, on est rentré plutôt dans des logiques, de gestion et de management. Donc c'est voilà, ça évolue en fait, hein, la vie d'une boîte, d'un entrepreneur. On passe de, factotum au début à tout faire, à tout penser, à voilà, à tout imaginer, de la stratégie aux emballages, aux posts Instagram, absolument tout, 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 le SAV, les mails, les tickets clients, etc. Et c'est vrai que plus la boîte avance, plus elle grandit, plus du monde arrive et moins on est dans cet opérationnel parce qu'on structure, on organise, on manage. Et voilà, en tout cas pour moi, ça a été quelque chose d'un peu complexe, c'est-à-dire que sortir de l'opérationnel, ça a été dur parce que voilà, j'avais ce côté, non, j'ai envie de rester dans l'opérationnel, je m'y sens très bien dans l'opérationnel, c'est que ça arrive, c'est des flux tout le temps. Bah oui. Et puis voilà, en fait, j'ai dû, aussi en sortir pour, laisser quand même, laisser ma place aussi à l'équipe et voilà, maintenant j'ai plus un rôle de, manager, je manage, mon équipe marketing, acquisition et la stratégie de la boîte avec, Maxime et Julie, quoi. OK, super. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de comment elle s'est composée petit à petit? Donc tu disais qu'au départ, vous avez fait une levée de fonds, c'est parce que vous vous êtes rendu compte que, enfin, à 3, c'était plus possible de tout organiser, donc vous aviez vraiment besoin d'être plus. Et du coup, par quoi vous avez commencé? Vous avez commencé par embaucher quel type de métier, et cetera? Alors, donc on s'était déjà un petit peu structuré, auparavant. On avait, quand même fait quelques embauches. Là où on avait mais, là vraiment l'agrandissement, on va dire, de l'effectif et la constitution de l'équipe, c'était vraiment fin 2019. Et donc on a commencé nous par recruter, au service client et aux achats. Parce qu'en fait, on a un business de distribution, d'achat-revente. Donc en fait, là où avant qu'on réintègre la log, c'est-à-dire que plus il y a d'activités, plus il y a de clients, plus il y a de tickets mail et plus il y a d'achats aussi de marchandises. Donc là, forcément, on a des flux qui augmentent, donc il nous faut des personnes. Donc là, on répondait à du flux. Et après, quand on a investi dans la logistique, c'est la logistique aussi, c'est une équipe logistique
qu'on a recrutées. Et après, petit à petit, alors si j'arrive à remettre dans l'ordre toutes les arrivées parce qu'il y en a eu beaucoup. En fait, on va dire que, on a, structuré des pôles, c'est-à-dire qu'on a structuré un pôle logistique, on a structuré un pôle achat, on a structuré un pôle e-commerce, un pôle acquisition marketing, un pôle RH compta, finance. Voilà, en fait, c'est un petit peu, un pôle service client. On a vraiment, cherché à constituer des équipes, que chacun de nous après, gère selon ses spécialités. Mais voilà, l'idée c'était ça pour, avoir ce côté, voilà des équipes, qui fonctionnent, qui carburent, même si on se retrouve, très souvent tous ensemble. Mais c'était vraiment ça l'idée de structurer des teams au sein de la team. C'était un peu ça l'idée. OK, non mais c'est super parce que du coup, enfin voilà, tu montres bien qu'on commence à 3 et puis en fait, avec, effectivement le le flux qui rentre et qui Oui. sort, on est obligé de toute façon de déléguer au bout d'un moment, c'est plus possible, on n'a que 24 heures dans une journée, donc donc voilà. C'est ce que je dis souvent, j'aimerais bien avoir, 100 heures par jour, mais non, il faut que je me rende à l'évidence, il y a que 24 heures dans une journée et j'ai beau essayer de mettre plus d'heures dans la journée, ça ne marche pas. Non, Je c'est sûr, au bout j'essaie. d'un moment et puis il faut quand même dormir à un moment pour être, en forme pour le Exactement. lendemain donc C'est OK. ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre organisation au quotidien? Comment vous vous organisez selon les pôles? Enfin, peut-être que tu peux, toi, nous parler plutôt de ton pôle, marketing communication, mais tu dois sûrement connaître l'organisation des autres pôles? Bien sûr. Alors déjà au niveau, plus, global, on a un point chaque lundi après-midi tous ensemble. Bon OK. là avec le covid, on a été en visio, mais bon, bah, normalement c'était, tous physiquement. Bon, Mmh. ce point global au départ, il a été constitué à 6-8 personnes et maintenant on est quasiment 20 à le faire donc ça prend plus de temps donc on a restructuré un petit peu mais voilà, l'idée c'est un point news, de la semaine, les points importants pour vraiment que les infos, circulent. En fait, ça c'est un très gros enjeu en fait, que les infos circulent, que la com soit bien faite pour que tout le monde soit au courant. Parce qu'en fait, on se rend compte que si, quelqu'un n'est pas au courant ou l'apprend au dernier moment, ça peut tout déstabiliser. Je pense notamment aux achats ou à la logistique par exemple, où nous la com, si on nous sort quelque chose au dernier moment, il va falloir qu'on replanifie. En fait, on commence à devenir une grosse équipe et à devenir, voilà quand même, des gros acteurs et au départ, c'était facile d'être très, très, très flexible. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. On garde quand même une flexibilité, mais voilà, d'où ce gros point une fois par semaine et après en termes d'organisation, bah, pour parler plus de ma team, en fait, on s'est un petit peu scindé entre acquisition pure, donc tout ce qui est plutôt, le SEA, les publicités payantes et cetera, donc ça c'est Yoann, dans ma team. Donc là, on va se voir, 1 à 2 fois par semaine sur ces thématiques. Il va aussi retrouver, Mathilde, et Victoria, qui gèrent, la partie com marketing. Mais, nous, on va se retrouver, 1 fois, voire 2 fois dans la semaine, dont le lundi matin avec un petit, starter, pour voilà, se donner un peu les news, les enjeux, les objectifs de la semaine. Et sinon, on va communiquer nous tous les jours si jamais on est en distanciel. Sinon, on se voit. Donc, on on est tout le temps en train de communiquer, en fait. C'est vrai que autant, quand on a démarré Nuo, on était un peu, on avait peur de ce côté tout le temps communiquer ou, c'était quelque chose auquel on pensait pas forcément. On avait tendance à évoluer peut-être, de façon, très individuelle et non, en fait, le groupe fait la force. C'est assez fou d'ailleurs et communiquer, voilà, c'est un vrai enjeu et on est tout le temps en train d'échanger, de se donner les infos clés et on est assez structuré donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Super, c'est bien que tu montres, l'enjeu et les bienfaits de la communication inter-entreprise et pas seulement, en externe parce que c'est bien de communiquer pour faire connaître sa marque et vendre ses produits, mais c'est aussi hyper important pour les équipes, d'être structurées et d'avoir toutes les infos qu'il faut et notamment en communication pour pouvoir anticiper, pour prévoir des plannings et cetera. Tout à fait. Donc Ouais. je te rejoins énormément là-dessus. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez des, logiciels, types que vous utilisez vraiment tout le temps et que, enfin voilà, vous voulez plus vous en défaire parce que vous trouvez que ça a une grande valeur ajoutée dans votre business? En termes d'organisation ou en termes, général? Tout, tous les types de logiciels qui pourraient être Tout? importants, à penser, ouais. Hem, alors nous déjà en plateforme e-commerce, on évolue sur, Shopify.
qui est, pour nous ce qui se fait de mieux en termes de plateforme e-commerce parce que, voilà, il y a c'est absolument génial. Ça bug, quand même très, très rarement. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut, voilà, plugger sur le site, que ce soit des applications de stats pour les achats. Ça c'est indispensable, pour les achats, le côté stats, analyse, que ce soit les bases CRM, voilà, un peu tout ça, les bases de newsletters. On a beaucoup, beaucoup d'applications là-dessus. Après, donc voilà, nous, on va se servir beaucoup, beaucoup de ça. On est assez mail aussi, je dois admettre, et les outils Drive, les documents de partage. Et ça, c'est beaucoup né d'ailleurs avec le confinement. Mais ce genre de document pour nous, c'est essentiel parce qu'on a vraiment nos documents types, nos référents. Et après, ben, on utilise WhatsApp pour communiquer, beaucoup entre nous. Mais on n'a pas forcément après ouais, de logiciels ou de plateformes d'orgas spécifiques. Il y a Slack et puis il y a, voilà, WhatsApp, en tous les cas. Les boîtes mail, les drives, les documents partagés et puis, Shopify qui est pour nous, très grosse plateforme parce qu'on a un peu tout dessus, en fait. OK, donc faut pas qu'il y ait, de bugs avec Shopify si vous voulez travailler. Faut pas qu'il y ait de bug avec Shopify, non. OK, super, bah, merci, c'est très clair. Je Je t'en prie. voulais, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à Nuo parce que sinon je vais passer sur ton deuxième projet. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à Nuo? Bah, non, juste que c'est une aventure, dingue, si on m'avait dit il y a 6 ans qu'on en serait là aujourd'hui, j'y aurais pas cru. J'étais pas destinée à créer une boîte, comme ça, avec des associés et voilà, c'est assez fou quand même, je réalise pas toujours, mais c'est une sacrée aventure et ouais, ça forge en tout cas. Bah, d'ailleurs, surtout quand on repart du tout début où en fait, ça s'est révélé parce que tu as fait un stage en lien avec des animaux et que du coup, Mais oui, rien à voir. Non, c'est pour ça que je disais que j'avais un parcours un peu atypique parce qu'en fait, il y a pas vraiment de lien, mais moi le lien je le vois parce que, j'ai toujours, fait ce que je voulais faire. C'est-à-dire que, j'ai pas d'a priori forcément. Bon, au départ, forcément on rentre à Sciences Po, on a un parcours un peu, voilà, on se dit: «C'est un peu tracé, on va faire, de la magistrature, on va faire commissaire-priseur, on va rentrer dans une grosse boîte» et cetera. Mais moi rien que de penser à ça, ça me donnait une angoisse, mais de me dire, que j'allais rentrer dans des lignes, dans un cadre, en fait, moi, ça m'angoissait énormément. Je me souviens de ce sentiment d'angoisse que j'avais quand j'étais à l'école ou quand j'étais au Portugal. Je me disais: «Mais c'est pas fait pour moi, en fait. C'est pas fait pour moi de rentrer dans un cadre. C'est pas c'est voilà, ça n'a rien de négatif, hein, ce que je dis, attention, mais c'est juste que, voilà, c'était pas fait pour moi. Moi, j'avais besoin de faire précisément ce que je voulais. Tant pis si, c'est dur, tant pis si parfois, bah, je me casse la gueule, tant pis si voilà, mais fallait vraiment que je fasse ce que je voulais faire et moi, je pars du principe que rien n'est impossible. Quand on a envie de faire quelque chose, on le fait et c'est un peu mon parcours. bah, au final, ça te réussit. Oui, pour l'instant, ça me réussit. Bon, il y a eu évidemment, hein, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, après 6 ans, on voit, Nuo, on voit, l'envers du décor, on se dit: «Bon, c'est génial», mais il faut quand même se dire qu'on est passé par des moments très, très difficiles, que c'est des gros sacrifices en vie personnelle, en confort de vie aussi, hein, parce que quand on n'a pas de salaire pendant très longtemps, c'est dur. Ben, pas voir ses amis, pas de week-end, pas de vacances. Pendant longtemps, je savais plus trop ce que ça voulait dire et toujours et même encore aujourd'hui, cette limite, mais qui moi me convient, hein, évidemment, il y a rien de négatif, mais cette limite toujours ultra fine entre Mmh. le pro et le perso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas de limite entre le pro et le perso, c'est une vie globale et voilà, si je dois travailler pendant mes vacances, je le ferai parce que c'est comme ça, Mmh mh. c'est un fait, mais voilà, Du coup, c'est valide. comme tu abordes le sujet, je vais passer à une question, avant, de parler de ton deuxième projet. Mais du coup, comme tu parlais de Nuo et des potentielles, voilà, contraintes, galères que vous avez pu rencontrer, est-ce que tu as des exemples à nous donner et comment vous avez fait pour, justement les surmonter? Bah, les galères, j'ai envie de dire, c'est un peu les galères que rencontrent, tous les entrepreneurs ou toutes les boîtes, c'est, déjà les problèmes de trésorerie, ça c'est voilà, c'est quand même des très gros problèmes, dans le sens où à un moment, ça c'est une expression de Maxime qui est assez justement trouvée. En fait, les débuts d'une boîte, avant de lancer le produit et puis les premiers mois où on lance, son business, lui, c'est ce qu'il appelle la lune de miel.
Et en effet, il a raison. C'est un peu la lune de miel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on abat, un travail, dingue et tout ça et en fait, c'est juste la partie la plus géniale parce qu'on n'a pas de problème. Et là, il y a un moment où quelques mois après qu'on ait lancé, les problèmes arrivent, c'est-à-dire les problèmes, bah, pour le coup, des problèmes, des vrais soucis, par exemple les problèmes financiers. Ça, c'est un vrai enjeu parce que quand on est une boîte qui croît, qu'on est un business de volume, qu'on a besoin d'énormément de volume et que pour avoir besoin d'énormément de volume, il faut acheter des clients parce que c'est en e-commerce, on fait de l'acquisition, c'est pour ça qu'on a ces termes-là. On investit dans des clients, ça coûte beaucoup d'argent et l'argent, faut le trouver et c'est là que ça coince un peu parfois. Heu, donc et en même temps qu'on doit investir, mais qu'on n'est pas tout de suite rentable. Voilà, donc en fait, nous, ce qu'on a principalement rencontré, ce sont voilà, des soucis de trésorerie, à un moment où la banque elle est très sympa, mais la banque à un moment elle dit: «Je suis désolée, je peux plus vous prêter». Donc là, il faut trouver d'autres solutions, il faut se mettre en mode un peu MacGyver avec un bout de ficelle et un pot de yaourt quoi. Là, il faut trouver, une super solution. Mais voilà, nous, c'est un peu ça qu'on a rencontré, et en fait, on s'est dit, finalement, on va lever des fonds. Mais on a levé des fonds en choisissant aussi le fonds avec qui on voulait aller. Il n'était pas question non plus comment dire, de faire quelque chose qui était contre nos valeurs ou nos envies, même si le risque était qu'on coule, hein, parce que on a pris ce risque-là. Mais voilà, je dirais que les grosses galères, c'est le côté financier. Et puis ça peut être parfois le côté un peu humain aussi parce que gérer des équipes ou grandir ou voilà, ça peut, on était très jeunes, hein, moi j'avais 22 ans quand j'ai monté Nio. On n'a jamais managé forcément beaucoup, donc voilà, peut y avoir aussi ces choses-là. Mais j'ai envie de dire que sur le moment, c'est extrêmement désagréable d'avoir ces problèmes-là. C'est très dur, on peut pleurer beaucoup et ne pas dormir de la nuit, voi mais ça forge un caractère et puis ça oblige aussi à prendre beaucoup de recul, par la suite et à s'élever beaucoup et aussi à savoir se débrouiller quoi. Parce que des solutions, faut en trouver vite. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça les des galères, il y en a tout le temps, il y en a tous les jours, des mauvaises nouvelles, voilà, ça arrive, hein, mais on passe au-dessus et on trouve une solution. Ça forge, disons. Je prends toujours le positif du négatif. Non, mais c'est super intéressant que tu en parles parce qu'on en a parlé dans d'autres épisodes, notamment de la trésorerie par rapport au règlement à 30 jours, etc. Et donc, quand tu Ouais, as déjà des achats et donc tu te retrouves avec une trésorerie négative, alors qu'en fait, tu sais que tu as gagné de l'argent. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que, je te dis. effectivement, ça peut être compliqué à 30 jours et que la banque, elle peut être compréhensible, mais au bout d'un moment, elle peut dire, bon, on la rentre la trésorerie ou... Ouais. C'est exactement ça. Non et puis voilà, en fait, nous, notre plus grande peur, c'était de pas pouvoir payer le logisticien avec qui on travaillait à l'époque et en fait, à partir du moment où on ne peut pas payer un logisticien, là, c'est la spirale infernale. C'est-à-dire que le logisticien n'envoie plus les colis n'arrivent plus chez les clients reviennent vers toi et te disent: «Où est mon colis?» On leur dit: «Bah, faut attendre, faut attendre, faut attendre». Là, ça commence à bad buzz sur les réseaux sociaux, les tickets mail, les machins, les trucs. Les gens ne commandent plus et il y a plus d'argent qui rentre et là, voilà et en fait, et nous, on a tout fait pour éviter ça évidemment, hein, bien sûr, mais c'était notre plus grande crainte. Voilà, Bon, vous avez réussi a priori, mais donc on a ça va. réussi. On a passé beaucoup de nuits blanches, mais on a réussi. J'avais une dernière question en rapport avec Nuo aussi. Tout à l'heure, tu as dit que vous aviez des boutiques physiques, mais je ne crois pas que tu Oui, aies parlé des lieux. Est-ce que tu peux nous donner les lieux et les potentiels oui. futurs projets aussi? Alors, on a ouvert la première boutique à Orléans, donc Mhm. parce qu'on est originaire de là et on a trouvé une boutique sympa et on s'est lancé. La deuxième, c'était Clermont-Ferrand, parce que Maxime avait fait ses études à l'école de commerce de Clermont, et puis voilà, pareil, on a trouvé un point de vente sympa. Là, la troisième qui ouvre au mois de juillet, c'est Angers. Ok. Et on a 1 à 2 ouvertures prévues en cette fin d'année dans des grandes villes de France et l'année prochaine, ça continue où on vise, voilà, des grandes villes de France, comme Bordeaux, comme Lille, Lyon, Rennes, Marseille, voilà, ce genre de villes que l'on vise parce que le but c'est aussi d'étendre notre réseau de boutiques physiques. Ok, super. Bah, déjà, ça fait des beaux projets sur ça. Est-ce qu'il y Oui. a d'autres projets sur lesquels tu avais envie de nous parler ou tu as le droit de teaser prévu pour Nuo ou pas? Alors un petit teasing, mais il y a un beau projet, qui verra le jour,
début d'année prochaine, pour Nuo et en teasing, on va dire que ça boucle la boucle. Voilà, ça ferme, D'accord. voilà. C'est une petite devinette, mais c'est un beau projet qui se prépare, qui, moi, me tient beaucoup, beaucoup à cœur et voilà, la boucle sera bouclée quand ce projet sortira. OK et du coup, c'est début d'année 2022 ou septembre 2021? Pour, savoir, quelle année calendaire tu parles? Ah oui, pardon, oui, c'est début 2022. D'accord, parce que ton J'espère, épisode, j'espère printemps. OK, super. Ton épisode sortira, du coup, en septembre, donc du coup, comme ça, au moins, ça permet d'être sûr sur OK. la temporalité. Hem, Oh, j'espère, ouais, printemps 2022. OK, super. Bah, on a trop, trop hâte alors d'en savoir plus. Du coup, si tu, n'as plus rien à rajouter par rapport à Nuo, je voulais parler de ton lancement, ton autre lancement et ton autre projet, la maison Madeira. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui. Alors, Maison Madeira, c'est un projet qui est né donc, l'année dernière, juste à la sortie du confinement, le premier confinement, avec mon compagnon, Alexis, qui est mon associé aujourd'hui. Et donc en fait, bon moi c'était un rêve, depuis que j'étais toute petite, d'ouvrir une maison d'hôtes. Ça a toujours été mon rêve, et d'avoir les chevaux à la maison. J'ai toujours dit que je suis passionnée d'équitation, je pense que vous avez compris avec l'année au Portugal avec les chevaux. Et donc en fait, on a décidé de se lancer, l'année dernière, donc on a trouvé, un domaine, qui est, en pleine forêt, à 15 minutes d'Orléans, vraiment porte de la Sologne, pour accueillir une maison d'hôtes et des logements, insolites et écologiques de type, voilà, cabane en bois, tiny house, Mmh. pour vraiment, pour vraiment prolonger ces valeurs de nature, respect de l'environnement, qui, vraiment, sont une façon de vivre pour, en tout cas pour, Alex et moi. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Bon, avec Nuo, évidemment, il y avait quand même un terrain très, très fertile, mais Alex, il est comme moi, il est très sensible à ça et on c'était notre rêve que d'avoir, voilà, c'est ce lieu pour accueillir des personnes, leur faire partager, ben, des bonnes choses, des un cadre, où on respecte aussi la nature, où il y a une faune, une flore, super sympa puisqu'on voit les chevreuils, tous les matins, on voit des lapins, des lièvres, des oiseaux de proie, enfin voilà, c'est génial et donc on a emménagé, à la fin de l'été dernier pour Mmh mh. démarrer ce projet, donc été 2020, et là on était, on était actuellement dans la phase de test sur 2 semaines, donc sur juin-juillet et Maison Madeira ouvre ses portes le 11 juillet, de cette année pour accueillir, les premiers clients. Donc le principe, c'est, d'abord la chambre d'hôte parce que les constructions arrivent. D'abord les chambres d'hôtes avec, voilà, tout un étage, privatif, une chambre, la salle de bain, une terrasse avec un bain nordique chauffé au bois. Donc nous, on récupère les bois morts, de la forêt pour faire le bois de chauffage du bain nordique. Et l'idée, voilà, ça sera aussi de proposer, dans ce lieu, des événements liés à tout ce qui est, bien-être, tout ce qui est, voilà, ça peut être du yoga, ça peut être, de la naturopathie, ça peut être du shiatsu, parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît, beaucoup, beaucoup. Ça peut être aussi, de l'équithérapie, comme, il y aura les chevaux aussi à la maison, tout ce qui est lié à la nature, à la beauté, naturelle évidemment, voilà, c'est vraiment un lieu qu'on va faire vivre, voilà, qui nous ressemble. C'est nous, mais en maison. C'est vraiment ça. Bon, en tout cas, c'est un super projet, ça donne, vraiment envie, moi qui ai la chance de voir des photos et cetera et je pense que je suis pas la seule, ça donne vraiment envie et ça a l'air, vraiment magnifique. Vous avez vraiment fait un énorme travail dessus, je te connais de peu, mais en tout cas, depuis que je te connais, je te vois, trimer et faire, beaucoup, beaucoup de travaux dans cette maison pour que ça Oui. avance, et enfin, les résultats sont, enfin, en si peu de temps, vraiment, énormes. J'aimerais bien que mes travaux chez moi Bah, avancent merci. aussi vite, mais bon, c'est mais en tout cas, Ah, c'est beaucoup de c'est temps, vraiment beaucoup beau. d'énergie.
Ouais, donc Merci du beaucoup. du coup, peut-être que tu peux nous parler, justement de ce projet, je suppose qu'avec le confinement, ça a pas forcément été facile. Vous avez aménagé dedans à titre personnel aussi ou c'est vraiment un lieu que vous voulez laisser en maison d'hôte? Alors en fait, c'est, donc pour reprendre la question du confinement, en fait, Mmh. en effet, le confinement, ça a été, bon, je m'en suis rendu compte qu'après, mais oui, ça a été quand même assez difficile psychologiquement, ce côté, privation sociale et enfermement, même si moi, je continuais, d'aller, voilà, d'aller au bureau, de voir la logistique, on était en équipe très restreinte parce qu'il fallait quand même que ça tourne. Mais pour Alexis, ça a été difficile. Voilà, c'était, d'un seul coup à la maison, en télétravail, voilà, il y avait ce côté, quête de sens et c'est vrai qu'on s'est mis à en parler. Moi, je lui ai dit: «Voilà, écoute, j'avais cette idée-là depuis longtemps, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'on se lance? On y va? On n'y va pas?» Et en fait, en fait, ce qui est dingue, c'est que j'arrive même pas à je me souviens même pas de comment on s'est lancé tellement c'était, naturel. C'était assez fou et ça s'est fait vraiment comme ça. On a visité, 2 maisons et la deuxième c'était celle-là et en fait, c'était, à peine on a passé le portail, je l'ai regardé, je lui ai dit: «C'est là que je veux être, c'est ici. Ce sera là et pas ailleurs» et en fait, c'est notre maison à nous et c'est aussi un lieu où on accueille du coup, on accueille nos hôtes et où vraiment, voilà, on investit, sur ces logements, sur le côté naturel, la maison, c'est un cadre, c'est elle est incroyable, en fait, c'est vraiment au cœur de la forêt, il y a un étang, on a une nature assez, dingue, on a vraiment une faune, et une flore, très particulières et c'est un lieu magnifique. C'est une petite pépite, un petit cocon, au milieu de la forêt et c'est vrai que nous, ce qu'on voulait, c'est que quand les gens arrivent chez nous, ils aient la même, sensation que quand nous on est arrivés la première fois, à savoir: «Pff, «Je veux rester là, je veux pas repartir» et c'est ce qui se passe, donc on est plutôt contents et vraiment le but, c'est que, quand les gens arrivent, ils déconnectent et en fait, ça nous a vachement touchés parce qu'on a fait, donc déjà, quelques tests et avec des proches, des amis, des moins proches et en fait, les gens nous disent: «Waouh, c'est dingue, on est arrivés, on s'est posés et on a parlé de choses dont on n'avait pas parlé depuis longtemps. En fait, on s'est retrouvés, on s'est mis à parler, des heures». Enfin voilà, en fait, c'est exactement ça qu'on voulait et c'est ce qui se passe. Donc ça, pour le coup, ça nous touche beaucoup. Les gens vont se balader, les gens, ils laissent leur téléphone, ils regardent juste, ils apprécient, ils écoutent le silence. Enfin voilà, c'est vraiment, ça qu'on voulait et ça fonctionne pour comme ça, en tout cas. Non, c'est super beau comment tu le racontes et puis on voit tes enfin moi je te vois du coup et je vois tes étoiles dans les yeux quand tu en parles. Donc et je pense que tu réussiras aussi à transmettre ça, aux personnes qui viendront dans le lieu et justement ça apporte aussi une personnalisation, qui est géniale. Ouais, Est-ce que tu as complètement. d'autres choses à nous expliquer par rapport à ce lieu? Donc je suppose que oui, comme tu as dit, tu vas, accueillir des personnes, tu vas pouvoir louer le lieu pour des événements spécifiques, type, C'est ça. retraite de yoga ou autre. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de nous partager sur, la maison Madeira? Ben, non, je crois que j'ai un peu tout dit. Après, moi, c'est plus mon admiration pour, Alex qui, à la base, n'est pas du tout, entrepreneur et qui s'est lancé, voilà, il m'a fait confiance et moi aussi d'ailleurs, je lui ai fait entièrement confiance et qui abat un travail assez, assez fou et qui est sorti de sa zone de confort parce qu'il fallait quand même le faire et pour un projet, voilà, on a quand même des enjeux financiers. C'est quand même c'est monter une entreprise, hein, qu'on a fait et voilà, donc moi, c'est plus, ce côté, j'aime bien, avoir fait ce projet avec lui parce que je peux me poser aussi sur lui et ça, c'est très reposant. C'est super et en plus, du coup, c'est lui qui est enfin, c'est vous qui avez fait tous les travaux? Vous avez pas forcément fait Oui. appel à des entreprises? On a fait appel à une entreprise, juste pour l'aspect, salle de bain parce qu'il y Mmh. avait, Oui. quelque chose d'assez complexe. Mais sinon, c'est assez fou, en fait, c'est ce que je dis souvent, Alex sait tout faire. Je ne sais pas comment, il sait tout faire. C'est assez incroyable. Donc moi, je lui fais entièrement confiance. Après, je sais faire, pas mal de choses, mais plus des voilà, moi, déjà la peinture, voilà, c'est je m'en occupe. Après, ça va être, d'autres choses, d'autres aspects, mais c'est vrai que les travaux, c'est lui et l'aspect aussi extérieur,
c'est lui aussi qui s'en occupe. Il y avait quand même des grosses choses à faire, mais voilà, c'est Alex qui s'en occupe, c'est son rôle. OK, super. Bah, merci, pour ces partages. J'aimerais, T'en prie. terminer avec, des conseils que tu en as donné beaucoup, beaucoup là depuis le début de notre échange, mais est-ce que tu pourrais, justement conclure avec, quelques conseils, que tu aurais envie de donner à des entrepreneurs qui souhaitent, se lancer et qui ont un peu peur, qui rencontrent peut-être des freins? Voilà. Bah, j'ai envie de leur dire déjà que douter, avoir peur, avoir des freins, c'est normal. C'est complètement normal et surtout plus on avance dans la vie et plus on en a. C'est vrai que quand on est plus jeune, c'est plus facile. Voilà, il faut pas, disons que il faut pas culpabiliser d'avoir peur ou de pas se lancer ou de ne pas faire comme les autres parce qu'on est tous différents et c'est bien d'avoir des modèles, mais vouloir à tout prix leur ressembler, c'est ne pas être nous. Donc ça, c'est un 1er conseil. Je dirais aussi, après, voilà, moi, c'est mon côté un peu tête brûlée et impulsif, mais voilà, faut pas hésiter à se lancer, en fait, en soi, il y a jamais rien de grave, en fait, c'est tant qu'on est, en bonne santé, qu'on a, voilà, nos 2 bras, nos 2 jambes, que ça fonctionne, plutôt pas trop mal là-haut, se lancer, c'est génial, en fait, c'est vibrant, c'est intense, même si, il peut nous arriver, plein de trucs horribles, plein de merde, plein de voilà, de mauvaises nouvelles tout le temps. En fait, on apprend à les gérer et c'est vraiment à porter un autre regard un peu sur la vie. Donc ouais, se lancer, c'est cool et il y a jamais d'échec. Pour moi, il y a jamais d'échec parce qu'en fait, ça va toujours être une opportunité en fait de voilà, si quelque chose ne fonctionne pas, ça va créer autre chose à côté et voilà, il faut pas se comment dire, se flageller d'avoir «échoué» entre guillemets parce qu'il y a rien qui est un échec. On rebondira toujours. L'homme est fait pour rebondir. On rebondit sans arrêt et ça crée des opportunités, ça crée des envies et peut-être que ça nous emmène même là où ça doit vraiment, vraiment nous amener. Voilà, c'est un peu Su tous les conseils. Super, bah, tu as très bien résumé, je pense, cet épisode et tout ce que tu nous as partagé, depuis le début. Et je te rejoins beaucoup sur tout ça parce qu'effectivement, en tout cas dans notre société française, on a beaucoup cette culture de l'échec. Il y a beaucoup de gens qui osent pas forcément se lancer parce que, on montre que ce qui est positif, on montre que, les personnes qui ont gagné, qui ont tout réussi, qui gagnent des millions et cetera et en fait, on montre pas forcément, justement, cet aspect de, bah, voilà, j'ai moins bien réussi ou alors j'étais beaucoup en doute et c'est pour ça que je pose, cette question qui peut être un petit peu, des fois, déstabilisante de quelle galère vous avez rencontrée, comment vous avez fait pour la Bien sûr, surmonter. Parce que je trouve que c'est important aussi de mettre ça en avant, que c'est pas parce que maintenant ça marche que ça a toujours fonctionné et que vous avez pas justement, eu des soucis à c'est un moment clair. donné et que vous avez su justement trouver les solutions Mais pour c'est résoudre ces ça. soucis et en être là aujourd'hui. Mais c'est exactement ça. C'est vrai que ce qui est parfois, assez déroutant, c'est, quand je parle vraiment d'aujourd'hui et depuis du coup, maintenant 1 an et demi, 2 ans. Ce qui est assez déroutant, c'est le regard, des de certaines personnes qui nous connaissent et qui vont, porter un jugement en disant: «Ah bah, c'est bon, tout roule pour vous, c'est voilà, c'est facile». En fait, non, ça n'est pas ça même encore aujourd'hui, ça n'est pas facile. Ça reste très prenant, ça reste, voilà, c'est énormément d'énergie, énormément de stress, il y a toujours des choses à gérer. Alors évidemment, c'est pas le même stress, c'est pas les mêmes problèmes que, dans les 3 4 premières années où vraiment, on aurait pu que fermer les portes. Mais voilà, c'est un autre stress et non, c'est pas facile. Comme plein de gens, on se démène et voilà et on a ce privilège, cette chance aussi qu'on s'est donné voilà, de réussir aujourd'hui. Mais demain, on sait aussi que tout peut s'arrêter. Donc on cultive notre chance et on cultive aussi, voilà, ce succès. Mais pas de jugement hâtif parce que la montagne a été longue quand même, hein, à gravir. Mais là, on la redescend pas la montagne, on continue de la monter. Non, ouais, on va continuer, on va continuer. J'ai pas envie de redescendre. Est-ce que tu as un dernier petit message à nous faire passer, peut-être, je sais pas, auprès de tes proches ou des gens qui vont t'écouter, aujourd'hui, une petite dédicace, j'aime bien dire ce mot. Une petite dédicace, bah déjà, une dédicace à Alex, forcément, qui
qui me supportent parfois, beaucoup même, parce que j'ai quand même j'ai mon petit caractère, voilà. Et puis, bah, une dédicace aussi à ouais, mes proches, ma famille qui me soutiennent quand même depuis le début et qui, bon, arrivent à me suivre, tant bien que mal, on va dire, parce qu'il faut réussir à me suivre. Et puis évidemment, bah, voilà, mes associés, ma team, ma dream team comme je l'appelle, parce qu'ils sont ils sont géniaux, quoi. Elle est incroyable cette équipe, c'est dingue, quoi. C'est vraiment, et puis, bah, voilà, tous mes amis, tous ceux qui soutiennent Nuo aussi depuis le début et puis ceux qui viendront aussi chez Maison Madera, voilà. C'est le petit mot, et puis le côté aussi et si dernier mot, dernière petite phrase, moi je crois beaucoup, que quand on veut du positif, on attire le positif. Donc vraiment, voilà, même si c'est pas tous les jours, facile, même si des fois on arrive, on fait la gueule, même si on est fatigué ou quoi, le positif attire le positif et ça vraiment j'y crois. J'adore Voilà, aussi cette citation, donc enfin cette petite phrase et on s'en sert tous les jours, essayer d'avoir un petit bonheur par jour minimum, c'est que ce ça. soit, avoir mangé un gâteau ou avoir observé, les oiseaux le matin ou écouter, le bruit des feuilles, enfin voilà. Donc je te rejoins beaucoup là-dessus. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Gwenaëlle pour, ce partage et tout ce que tu Bah, je nous t'en as, prie. donné aujourd'hui. Et puis j'espère te rencontrer en vrai très vite et puis, qu'on aura Mais l'occasion oui, de moi aussi. reparler. Merci beaucoup, à très bientôt. Moi aussi avec grand plaisir, puis merci de m'avoir reçue. À très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.